À présent, on crée vraiment l'argent à partir de dettes. Chaque fois que quelqu'un fait un emprunt à une banque, de l'argent est créé. Le montant total d'argent qu'il est possible de créer n'a qu'une seule limite réelle, le montant total de la dette. Les gouvernements placent une limite légale sur la création d'argent fictif, en imposant des règles sur les obligations de réserve fractionnelles. Mais ces obligations sont fondamentalement arbitraires. Elles varient d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Longtemps, il a été commun d'exiger que les banques aient au moins $1 en or, en réserve, pour garantir $10 d'argent dette. Aujourd'hui, les ratios de réserve minimale ne s'appliquent plus du tout au rapport entre argent nouvellement créé et or en dépôt. Elles s'appliquent uniquement au rapport entre argent nouvellement créé et argent existant. Aujourd'hui, les réserves d'une banque sont faites de deux choses. Le montant en devises bien réelles qu'elle a déposé à la banque centrale et le montant total de son argent dette. Petite illustration. Imaginons qu'une nouvelle banque vient de démarrer et qu'elle n'a pas encore de déposants. Mais ses investisseurs ont déjà fait un dépôt de réserve de $1111,12 en cash. Le ratio de réserve est de 9 pour 1. Étape numéro 1. La banque accueille son premier client pour un emprunt. Notre client a besoin de $10 000 pour une voiture d'occasion. Avec un ratio de 9 pour 1, la réserve déposée autorise la banque à créer légalement, comme par magie, 9 fois ce montant, soit $10 000. Ces $10 000 n'existent nulle part physiquement. C'est de l'argent nouveau, tout simplement versé au compte de l'emprunteur en tant que crédit. C'est de l'argent dette. L'emprunteur peut faire un chèque pour payer sa voiture. Les banques ne peuvent utiliser ce genre de système qu'avec la coopération des gouvernements. Premièrement, les gouvernements passent des lois qui imposent l'utilisation de la devise nationale. Deuxièmement, les gouvernements permettent que les crédits créés par les banques privées soient payables dans leur devise nationale. Troisièmement, les cours de justice gouvernementales font respecter les obligations de paiement des dettes. Et enfin, les gouvernements adoptent des règlements qui assurent le fonctionnement et la crédibilité du système monétaire sans rien faire pour informer le public de l'origine véritable de l'argent. À une certaine époque, faire payer un intérêt quelconque sur un emprunt était qualifié d'usure et était passible de sanctions très sévères, allant jusqu'à la peine de mort. Chaque grande religion interdisait l'usure. La plupart des arguments avancés contre l'usure étaient d'ordre moral. La seule finalité légitime de l'argent était de faciliter les échanges de biens et de services réels. Toute tentative de gagner de l'argent avec de l'argent était considérée comme un mal, ou même comme un vol. Mais comme les besoins de crédits commerciaux augmentaient, les arguments moraux ont fini par céder. On en est venu à dire que prêter de l'argent constituait un risque pour le prêteur, et qu'il était donc justifié de faire des profits sur un prêt. Aujourd'hui, ces notions semblent dépassées. Faire de l'argent avec de l'argent est considéré comme un idéal à poursuivre. Cette société ne pourrait jamais fonctionner avec un système monétaire qui dépend complètement d'une croissance en accélération perpétuelle.
Une économie stable aurait besoin d'une quantité d'argent qui puisse rester stable. Imaginons que cette quantité totale d'argent stable est représentée par ce grand cercle. Imaginons aussi que les prêteurs doivent vraiment avoir de l'argent à prêter. Si des prêteurs, à l'intérieur de ce cercle, commencent à prêter de l'argent avec intérêt, leur part d'argent va s'agrandir. S'ils continuent de prêter, toujours avec intérêt, l'argent remboursé, quel sera le résultat ? La loi du 4 janvier 1973 auto-interdit à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France. Alors cette loi qui a été émise lorsque Pompidou était président de la République, lorsque Giscard était ministre des Finances, cette loi a été émise, elle a été après entérinée par le traité de Maastricht en 1992, donc traité de Maastricht qui interdit aux États européens, donc à chacun des États, d'emprunter auprès de leur banque centrale nationale ou auprès de la Banque centrale européenne. C'est un droit régalien. Ça devrait être un droit régalien. Il n'y a aucune raison que l'État doive payer des intérêts à l'extérieur alors qu'il pourrait très bien payer des intérêts à sa banque centrale ou même à la Banque centrale européenne qui les redistribuerait à tous les États de la zone euro. Eh oui, eh oui. Et les banques centrales émettent la monnaie des banques. On peut appeler ça comme ça, et les banques commerciales émettent la monnaie de tout le monde. Voilà. Donc en fait, les banques émettent la monnaie, elles se font rembourser et elles perçoivent les intérêts. Elles émettent la monnaie à partir de rien. C'est comme une licence gratuite en fait. Et le pire dans l'histoire, c'est que l'État, qui normalement devrait émettre la monnaie, il est obligé de payer des intérêts sur sa propre monnaie. Il faut quand même savoir que la Banque centrale, c'est une entité qui appartient totalement à l'État. 100% des actions de la Banque centrale sont des actions de l'État. Alors, c'est une entité qui appartient complètement à l'État, mais cette entité ne peut pas prêter à son propriétaire. Disons-le comme ça. On est en plein paradoxe. En plein paradoxe. Cette entité ne peut pas prêter à son propriétaire, donc l'État, lorsqu'il a besoin de financer un certain nombre de besoins, est obligé d'emprunter sur le marché financier. Le marché financier, bien évidemment, c'est à l'origine de l'argent émis par les banques, qui a été épargné par des épargnants, quels qu'ils soient, qui est placé dans des compagnies d'assurance, et ces compagnies d'assurance achètent des OAT, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps des bons du trésor, que l'État achète, et bien sûr l'État l'achète en payant des intérêts. Donc en fait les intérêts sont payés par la totalité de la population, et donc l'État est obligé d'emprunter sur le marché financier, paye des intérêts, et comme l'État ne veut pas augmenter les impôts, outre mesure, eh bien, tous les ans, il s'endette un petit peu plus, pour arriver donc maintenant à 1200 milliards de dettes.